Il y a un pays au centre de l'Afrique, grand comme l'Europe occidentale entière. Ce pays s'appelle la République démocratique du Congo et son histoire est une histoire de 3 chances manquées. 3 moments où tout aurait pu changer. 3 moments où la cupidité a malheureusement gagné. Tout commence en 1885. Un roi belge fait de ce territoire sa propriété privée. En 1960, le Congo accède à l'indépendance. 11 jours plus tard, il est déjà en guerre civile. Son premier ministre est assassiné et en 1965, un militaire prend le pouvoir. Pendant 32 ans, il transforme le trésor national en compte courant personnel. En 1997, un rebelle renverse le dictateur. 3 ans et demi plus tard, il est abattu par son propre garde du corps. Tu vois le schéma? À chaque génération, le Congo a une chance de renaître. Et à chaque fois, l'intérêt personnel a tué l'intérêt collectif. Et ce n'est pas une tragédie africaine. Ce sont des choix conscients, faits par des hommes précis, avec de noms et de dates. Et c'est ce que je vais vous révéler. Avant de comprendre les 3 chances, il faut comprendre l'origine. En 1885, à la conférence de Berlin, les puissances européennes décident que 2,3 millions de kilomètres carrés, 85 fois la Belgique, deviendront la propriété privée d'un seul homme. Pas une colonie belge, la propriété personnelle du roi Léopold II. Le nom lui-même est une insulte, car dans cet état, les habitants n'étaient pas libres. Ils étaient des collecteurs de caoutchouc. Chaque village devrait atteindre un quota. Impossible, l'armée de Léopold, la force publique, intervenait. Et pour prouver qu'ils n'avaient pas gaspillé des munitions, les soldats devaient ramener une main humaine pour chaque balle tirée. Une main par balle. Tu comprends ce que ça veut dire? Des villages entiers qui se battaient entre eux pour ramasser les mains des vaincus, pour les donner aux soldats belges à la place de leur récolte de caoutchouc. La main humaine est devenue le symbole du Congo, pas par accident, mais par un système. En 1903, le consul britannique Roger Casement enquête sur place. Son rapport, lu au Parlement britannique, déclenche un scandale international. Il écrit « Les habitants sont systématiquement maltraités. Les femmes prises en otage pour forcer les hommes à produire du caoutchouc. Des enfants tués pour des quotas impossibles. » Léopold répond en fondant une commission d'enquête qui confirme tout, mais sans rien faire. Entre 1885 et 1908, la population du Congo a chuté de 15 à 50%. Des estimations parlent de 5 à 10 millions de morts pour du caoutchouc pour un seul homme. Et en 1908, quand la Belgique prend officiellement le contrôle, elle garde le système économique. Les mines, les plantations, les quotas, elle change juste le nom. Ce que Léopold a construit, c'est une machine à extraire. La Belgique l'a hérité. Et les Congolais en 1960 l'ont reçu en héritage. C'est là que commence la première chance. Le 30 juin 1960, une date bien connue pour tout Congolais, le Congo accède à l'indépendance. Congolais et Congolaises, Messieurs, à vous tous l'indépendance du Congo qui avez lutté sans relâche à nos côtés, constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II. Patrice Lumumba, à 34 ans, devient le premier ministre congolais. Dans son discours devant le roi Baudouin, il dit quelque chose que personne n'avait osé dire.
Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. 5 jours plus tard, l'armée se mutine. Les soldats congolais, encore sous commandement belge, exigent des grades et des salaires. Le 10 juillet, les parachutistes belges envahissent Elisabethville sans permission du gouvernement congolais. Ils protègent les mines et le 11 juillet, le Katanga se sépare. Moïse Tshombe déclare l'indépendance de la province la plus riche. Notre position est ferme, comme je l'ai encore dit il y a 3 jours. Nous maintenons absolument l'indépendance du Katanga. D'ailleurs, c'est la seule façon, n'est-ce pas, de sauver ce qui reste à sauver. Et tu comprends ce que ça signifie? En 1960, le Katanga représentait 50% du budget national et 75% de la production minière. Sans le Katanga, le Congo était mort économiquement. Et Tshombe avait le soutien de la Belgique, des entreprises minières de mercenaires européens. Lumumba fait appel aux Nations Unies. L'ONU refuse d'intervenir. Alors, il fait appel à l'Union soviétique pour des armes. Et là, tout bascule. Parce que, pour Washington, Lumumba n'est plus un premier ministre africain. Il est devenu un Castro, ou pire. Les mots sont ceux d'Alain Dulles, directeur de la CIA. 26 août 1960, Alain Dulles câble au chef de station de la CIA à Léopoldville. Le retrait de Lumumba doit être un objectif urgent et prioritaire. Highest priority. Le 18 août, Eisenhower réunit le Conseil de sécurité nationale. Robert Johnson, greffier de la Réunion, témoignera plus tard que le président a dit quelque chose du genre « Lumumba devrait être éliminé ». En septembre 1960, un scientifique de la CIA, Sidney Gottlieb, arrive au Congo avec un poison biologique. Il est chargé d'assassiner Lumumba. Il remet le poison au chef de station avec l'assurance que le président a autorisé l'opération. Mais l'opération échoue. L'agent de la CIA chargé de l'empoisonner n'arrive pas à pénétrer l'entourage de Lumumba. Mais Lumumba est quand même mort. Arrêté par Mobutu le 1er décembre 1960, livré aux autorités katangaises le 17 janvier 1961, exécuté par un peloton d'exécution belge dirigé par Julien Gatt, un mercenaire belge présent. Moïse Tshombe, 2 ministres katangais, 4 officiers belges. Et le lendemain, Gérard Zoet, officier de gendarmerie belge, déterre les corps, les coupe à la scie et le dissout dans l'acide sulfurique. Il garde une balle et 2 dents comme souvenir. Le 17 janvier 1961, 3 jours avant l'investiture de Kennedy, tu sais pourquoi il a été tué si vite? Parce que Kennedy voulait le libérer. Kennedy voulait libérer Lumumba. Et il a été tué pour qu'il ne soit jamais libéré. Première chance, morte en 200 jours après l'indépendance. Pas par hasard, par un complot belgeo-américain pour garder les mines. Parce que Lumumba voulait que les mines profitent aux Congolais et pas aux Belges. Et parce que les Belges voulaient garder le Katanga. Parce que les Américains voyaient un communiste derrière chaque leader africain qui refusait de leur vendre ses minerais à bas prix. La Belgique, plus tard, présentera ses excuses en 2002. Une responsabilité morale. 32 ans plus tard, le temps que le témoin meure et que le document soit déclassé. Donc, le Congo n'a jamais eu de Lumumba. Il a eu, plutôt, Mobutu. Mobutu Sese Seko, colonel de l'armée congolaise. Il a aidé à renverser Lumumba en 1960. Il a fait un coup d'État en 1965. Il a renommé le pays Zaïre. Il a lancé la politique de l'authenticité. Plus de noms européens, plus de costumes, plus de messieurs Labacoste, Le Pagne et le show. Mais derrière le show, il y avait le pillage. En 1973, Mobutu lance la zaïrianisation. Toutes les entreprises étrangères sont nationalisées. En théorie, c'était pour rendre au peuple ce qui lui appartenait. En pratique, 75% des entreprises zaïrianisées ont été données aux membres du bureau politique, au conseil de ministres, à la législature. Mobutu a créé un conglomérat appelé CELSA. Il employait 25 000 personnes et contrôlait 13% de l'huile de palme, 23% du cacao, 28% du caoutchouc du pays. Il louait le Concorde pour faire ses courses à Paris pendant que ces hôpitaux n'avaient pas de médicaments. Sa fortune personnelle est estimée à 5 milliards de $. Tu sais ce que 5 milliards représentait? La dette extérieure totale du Zaïre. Il avait dans ses comptes personnels l'équivalent de tout ce que son pays devait au monde. Et la Jocamine, l'héritière de l'Union minière du Haut-Katanga, était la plus grande entreprise du pays. Elle fournissait 51% des revenus de l'État.
En 1970, elle avait 251 cadres africains. En 1985, elle en avait 5000. Pas parce que l'entreprise en avait besoin, parce que Mobutu devait placer ses proches. Le coût a explosé. Là, la production a coulé. En 1959, juste avant l'indépendance, le PIB du Congo était de 1268 milliards de dollars. En 1964, il était tombé à 1196. La production agricole en 1965 n'était plus que 64% de celle de 1959. Malgré tout, le cobalt, le cuivre, le diamant, les forêts, le Zaïre s'appauvrissait et Mobutu s'enrichissait. Il a construit un palais à Guadolité, dans le jungle, ce qu'on appelle le Versailles africain. 3 palais en réalité, piscine en marbre, allée d'accès de 12 km, aéroport personnel capable d'accueillir le Concorde, le tout au milieu de rien. Pas de route, pas d'hôpital, pas de col, juste Mobutu et sa cour. En 1996, quand les troupes d'AFDEL traversent les frontières pour pourchasser les génocidaires et renverser Mobutu, Mobutu est déjà mourant. Le pays qu'il a gouverné pendant 32 ans n'a plus d'hôpitaux fonctionnels, pas d'école adéquate, pas de route. Ses généraux vendent les armes aux rebelles. Et en mai 1997, Mobutu s'enfuit. 3 mois plus tard, il meurt au Maroc. Deuxième chance, morte en 32 ans. Pas par accident, mais par systématisation de vol sous Mobutu. Le 17 mai 1997, Kinshasa est libérée. Madame, Monsieur, bonjour. Les événements se précipitent donc au Zaïre. Les troupes rebelles ont fait leur entrée ce matin dans la capitale, Kinshasa, et leur chef, Laurent Désiré Kabila, s'est autoproclamé chef de l'État du Congo. Laurent Désiré Kabila entre au palais présidentiel. Le monde entier applaudit. L'ONU, les États-Unis, la France, tous veulent aider le nouveau Congo. Kabila promet la démocratie, la reconstruction, la fin de la corruption. Et puis, quelque chose se passe. Sur la route vers Kinshasa, Kabila signe déjà de contrat avec American Mineral Fields. $1 milliard pour des concessions minières au Katanga. Avec d'autres multinationales, il n'est même pas encore au palais qu'il hypothèque les mines. Kabila a pris le pouvoir avec l'aide de plusieurs armées. L'Angola en a reçu aussi des parts dans le pétrole. Le Zimbabwe part dans le diamant. Chaque pays qu'il a aidé a eu sa part du gâteau. Ce n'était pas une libération, c'était une répartition. Le 16 janvier 2001, le panel d'experts de l'ONU publie son rapport. Il documente 793 millions de dollars en coltan, 427 millions en diamants, 265 millions en or, volés par différentes armées au Congo. Le pillage du Congo, il a commencé il y a un siècle. En janvier 1998, en août 1998, une nouvelle rébellion déclenche à l'est du Congo. Deuxième guerre du Congo. L'Afrique, en guerre mondiale, 9 pays, 20 groupes armés, 5,4 millions de morts. Et Kabila, il continue d'hypothéquer les ressources pour financer la guerre. Il crée le système du troc, des concessions minières contre du soutien militaire. Les généraux zimbabwéens recevaient des parts dans le diamant. Les militaires angolais contrôlaient le pétrole. Chaque allié avait sa mine. Le panel d'experts de l'ONU écrit noir sur blanc. Le président s'est mis dans la position de complice. Ils ajoutent « Kabila a créé un précédent en ordonnant un caractère de légalité à des opérations illégales. » Les mêmes méthodes utilisées par les groupes armés pour se financer, Kabila les a légitimées. 16 janvier 2001, un garde-corps tire une balle dans le corps de Laurent Désiré Kabila. Il meurt à 62 ans. Assassiné par son propre garde-corps, la troisième chance est morte en 3 ans et demi. Encore, pas par accident, parce qu'il a remplacé le dictateur par un autre système de prédation. Il a juste changé le nom sur le contrat, mais il n'a pas changé de contrat. L'élite colonisatrice. Mais attends, il faut que tu comprennes quelque chose que personne ne dit pas souvent. Tout le monde te parle du colonialisme. Les Belges ont volé, les Américains ont comploté. Les multinationales pillent, et c'est vrai. Mais ce que personne ne dit, et ce qui fait encore de plus mal à attendre, c'est que ceux qui ont pris le pouvoir après les Blancs ont fait exactement la même chose, pas à peu près, mais exactement. Léopold prenait le caoutchouc. Mobutu, lui, a pris le cobalt. Lumumba voulait que les mines profitent aux Congolais, et c'est pour ça qu'on l'a tué. Mais Mobutu, lui, il a gardé le système. Il a juste remplacé les Blancs par de Noirs.
Et les Noirs qui l'ont remplacé ont fait pareil. Kabila a remplacé Mobutu. Et c'est lui qui a remplacé Kabila, on ne sait pas. Et après, regarde le Congo d'aujourd'hui. Et c'est là que ça devient pervers. C'est que le colon blanc ne prétendait pas aimer le Congo. Il ne disait pas qu'il travaillait pour le peuple. Il n'avait pas besoin de courtisans pour chanter leurs louanges. Mais le colon noir, ils ont inventé quelque chose de pire. Ils ont créé une cour des gens habillés en costume, qui disent « mon président » à la place de mon roi. Des ministres qui s'achètent des villas à Kinshasa pendant que les hôpitaux n'ont pas de gants. Des journalistes qui passent à la télévision pour dire que le président a encore une fois prouvé son leadership visionnaire. Des fonctionnaires qui défendent les détournements en disant « c'est la réalité africaine » et la rétrocommission. Ce n'est pas la réalité africaine, c'est la réalité d'une élite qui a remplacé les maîtres blancs sans jamais libérer le peuple. Et l'innovation la plus diabolique de cette élite, c'est d'avoir entraîné avec elle un petit groupe de gens, des courtisans, des oui-oui, des chroniqueurs, des communicateurs, dont le seul job est de te convaincre que voler l'argent de l'hôpital pour se construire une maison, c'est normal. Voler l'argent de l'éducation pour voyager, c'est normal. Que laisser le peuple sans électricité pendant qu'on construit un palais, c'est tout à fait normal. Et c'est du développement. Que poster sur Twitter pendant que des gens meurent, c'est de la bonne gouvernance. Léopold n'avait pas besoin des ministres de la communication. Il n'avait pas besoin des gens pour poster des tweets. Il volait, c'était visible. Mais Mobutu et les autres, ils avaient besoin des gens pour dire que le vol était de l'authenticité. Kabila avait besoin des gens pour dire que les contrats miniers étaient de la reconstruction. Et le gouvernement d'aujourd'hui, il a besoin des gens pour dire que 64 ans d'indépendance sans électricité, c'est de l'expérience. Ces petits groupes de sympathisants, ils sont les vernis. Ils sont la couche qui sépare l'élite du peuple. Ils transforment le vol en politique. Ils transforment la prétention en gouvernance. Ils existent pour que tu ne demandes pas. Mais où est l'électricité? Ils existent pour que quand tu poses la question, on te réponde « tu n'aimes pas ton pays ?» Comme si aimer son pays, c'était tolérer qu'on vole. Alors, voilà la vérité que personne n'ose dire. Le colonialisme blanc a tué le Congo avec des mitraillettes et des quotas de caoutchouc. Le colonialisme noir l'a tué avec des contrats miniers et des communiqués de presse. Et entre les deux, il y a eu un petit groupe de gens habillés en costume, avec des micros, des comptes Twitter, dont le travail était de faire croire que la deuxième version était de la liberté. Ce n'est pas de la liberté, c'est une prison avec des meilleurs orateurs. Voici le schéma. 1885, un roi belge crée une machine à extraire. 1960, un premier ministre congolais veut la détruire, mais il est tué. 1965, un colonel la privatise pour lui-même. Il détruit le pays en 32 ans. 1997, un rebelle promet de la reconstruire. Il repartage les morceaux et il est tué. En 2001, son fils prend le pouvoir. Le Congo a eu 3 chances de renaître. Première, lors de l'indépendance. Mais tout a été gâché parce que Lumumba voulait que les mines profitent aux Congolais et pas aux Belges. Deuxième chance, avec Mobutu. Une chance imparfaite. Il aurait pu reconstruire, mais il a pillé. Troisième chance, Kabila, une libération truquée. Il a remplacé les voleurs par d'autres voleurs. Et à chaque fois, le motif était le même. Les minéraux, le cobalt pour tes batteries, les coltans pour ton téléphone, les diamants pour tes bijoux, l'or pour tes banques. Le Congo souffre pas d'une malédiction africaine. Le Congo souffre d'une malédiction géologique. Il a les ressources que le monde veut et depuis 140 ans, le monde trouve des hommes prêts à vendre ses ressources contre du pouvoir personnel. 140 ans, 3 chances, 0 renouveau. Et quand on célèbre l'indépendance le 30 juin, on célèbre quoi exactement? Un drapeau, un hymne, ou on célèbre l'espoir que la 4e chance, celle qui vient maintenant, ne sera pas vendue au même prix?